Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, le podcast qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On va parler comics pendant une bonne heure et demie. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside et je suis accompagné d'une belle brochette de spécialistes. Notre taulier, Jérôme, le Lord of Babylon. Comment ça va, Jérôme ? Eh ben ça va bien, bonsoir à toi. Merci. Et pour la première fois, avec nous, un nouveau chroniqueur. Car vous l'avez peut-être appris, le docteur Nguyen Van Tok, qui nous accompagnait la semaine dernière, est impliqué dans une sombre histoire de trafic d'oxygène avec le Brésil. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vous êtes peut-être déjà au courant, comme je vous le dis. Et donc j'ai salaud. Oui, un ami de 30 ans, comme ça, une trahison. Mais bon, j'ai plus d'une corde à mon arc. J'ai fouillé dans mon carnet d'adresses et j'ai appelé à la rescousse mon vieil ami, le Commodore Schmidlap. Comment ça va, Commodore ? Mais ça va très bien, bonjour à tous. Oui, vous le connaissez, le Commodore Schmidlap, une sommité dans le monde du comics. Alors, dans l'épisode précédent, on vous a parlé d'une maxi-série publiée dans les années 80 chez Marvel, l'Escadron Suprême. Et cette semaine, on reste dans les années 80, on reste chez Marvel, mais on va aborder une série phare de la Maison aux Idées, une série qui sera longtemps le fer de lance de la compagnie, la série best-seller, en quelque sorte. J'ai nommé les X-Men, que quelque part on ne présente plus. Précisément, on va s'attaquer aux épisodes 165 à 175 de la série continue, le volume 2. On est en 1983, une époque d'instabilité, de tension à l'international. La guerre Iran-Irak, guerre civile au Sri Lanka, guerre au Soudan, des attentats de Beyrouth, l'invasion de la Grenade, l'initiative de défense stratégique est lancée par Ronald Reagan. C'est pas la troisième guerre mondiale, mais on n'en est pas loin. Au cinéma, on va voir Christine de John Carpenter, Le Retour du Jedi, L'étoffe des héros, Scarface et l'histoire de Rabat des Bois, Yentl. À la radio, on écoute I'm Still Standing par Elton John, Red Vine par UB40 et Maniac par Michael Sambello. Une chanson qui fait froid dans le dos. Mais voilà, on a planté le décor. Revenons aux X-Men. Une série donc créée en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. On retrouvera ensuite au scénario Roy Thomas et Arnold Drake, brièvement sur la série. Werner Ross, Jim Steranko, Neil Adams au dessin. Faute de vente, la série est arrêtée à la fin des années 70. Elle est relancée en 75 avec Len Wein au scénario qui cède sa place à Chris Claremont au deuxième numéro. Au dessin, d'abord Dave Cockrum, puis John Byrne, puis de nouveau Cockrum. Et en 83 donc, ce qui nous intéresse, la série est toujours écrite depuis plusieurs années par Chris Claremont. Et au numéro 165, c'est l'arrivée du dessinateur Paul Smith sur le titre, qui restera jusqu'au numéro 175, pour un run considéré comme un classique. C'est de ça dont on va vous entretenir aujourd'hui. Il sera quand même remplacé pour un numéro, le 171, par Walt Simonson. On en discutera aussi. Donc c'est la merde dans le monde, on l'a bien compris. Et les X-Men, du coup, ils sont en pleine saga intergalactique, ils ont quitté notre belle planète. Ils sont aux confins de l'espace, dans l'Empire Shi'ar. Mais je vais laisser la parole au Commodore pour nous parler un peu de cette saga des Broods. Parce qu'on est dans une série ongoing, comme on dit. C'est le grand feuilleton de la Marvel. Et donc, ce qui nous intéresse, ça démarre en pleine saga. Dites-nous en plus, Commodore. Oui, c'est la merde partout dans le monde, mais c'est la merde aussi dans l'espace, puisque les Broods ont attaqué le vaisseau de Lilandra. Donc Lilandra, l'impératrice des Shi'ar, qui était la petite amie du professeur Xavier. Donc les X-Men 165 à 167 présentent la fin de la saga des Broods, avec notamment le retour au bercail de toute l'équipe, et l'affrontement avec les nouveaux mutants, un nouveau groupe de mutants de Marvel, qui vient d'apparaître quelques mois plus tôt. Et ils affrontent également leur ancien mentor, le professeur Xavier, qui est possédé par un des derniers Broods. Ensuite, on passe au X-Men 168, qui est un des épisodes les plus connus. C'est le one-shot qui est consacré à Kitty Pryde,
et qui termine notamment sur la première apparition d'un personnage qui va avoir son importance sur toute l'année et notamment sur sa relation avec Cyclope, qui est Madeline Pryor. Puis on enchaîne avec X-Men 169-170, un diptyque dans lequel les X-Men vont enquêter sur le kidnapping d'Angel par les Morlocks, qui est une secte de mutants qui vit dans les égouts de New York, et qui finit sur le duel Tornade-Callisto pour le rôle de chef des Morlocks. X-Men 171, c'est l'arrivée de Malicia dans l'équipe, c'était également donc, l'épisode qui est dessiné par Walt Simonson. X-Men 172 à 173 envoie l'équipe au Japon assister au mariage de Wolverine et Mariko, puisque la mini-série Wolverine, écrite par Chris Claremont et dessinée par Frank Miller, vient de terminer. Ce sera un voyage au Japon assez mouvementé du fait des Yakuza, qui sont les concurrents du clan Yashida, qui vont attaquer les X-Men, et puis qui va se finir mal pour le mariage entre Wolverine et Mariko, qui n'aura pas lieu. Et puis on finit avec X-Men 174 et 175, qui voit la conclusion de toutes les intrigues en fait, de l'année, de cette période dessinée par Paul Smith, avec la révélation notamment que le Mastermind, le cerveau en français, Jason Wingard, manipule dans l'ombre certains événements précis depuis un an. Et on termine sur une note joyeuse avec le mariage de Cyclope et de Madeline Pryor, un mariage qui va connaître plusieurs années de bonheur, de joie. Non, je déconne complètement, ça va être un des pires mariages de Marvel avec celui de Quicksilver et Crystal. Ils se tirent un peu la bourre pour savoir quel est le pire mariage de l'univers Marvel. Ça, il faudrait faire un top 10 des pires mariages de l'univers Marvel. Je crois qu'il y en aurait pas mal. Ah, je pense que celui de Cyclope et Madeline Pryor, il tient le pompon. Ah, c'est le modèle. Ouais, donc une année de merde pour le monde, mais une très bonne année pour les mutants de Marvel. Ouais, le début de grandes histoires pour la Marvel, effectivement, drame sur drame, hein, cette idylle entre Cyclope et Madeline Pryor. Alors, on a compris, il se passe beaucoup de choses hein, dans cette saga, et on est un peu au milieu de la vie des X-Men, hein, ça fait déjà un bon moment que la série existe. Donc ça nous ramène à notre enfance. Mon bon Jérôme, dis-nous un peu de quelle manière tu as découvert ce passage de Paul Smith sur la série. Ce passage de Paul Smith, alors le petit Jérôme qui était déjà adolescent, il l'a découvert avec le fameux épisode dont Commodore nous parlait juste avant, qui est le fameux « Le professeur Xavier est un chameau ». C'était comme ça qu'il l'avait traduit à l'époque dans le Special Strange 44, X-Men 168, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est comme ça que je crois même que ça fait partie des premiers épisodes des X-Men que j'ai pu lire, en fait, ils font partie des lots, et voilà, et d'ailleurs, ils te captent très facilement, parce qu'on est encore dans une période où un nouveau lecteur pouvait prendre un épisode des X-Men en route et comprendre très facilement les enjeux, et surtout, qui est qui, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il fait, et qui c'est qu'il aime, qui c'est qu'il déteste, et ainsi de suite. Et hop, on ça, Chris Claremont qui t'explique tout. Ah ça, oui, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a un gros travail sur chaque épisode pour replacer les choses dans leur contexte, et effectivement pour que les nouveaux lecteurs soient pas perdus, ce qui a justement été perdu un peu ces dernières années dans la narration des comics actuels. Ouais, je pense que ça fait partie justement des petites, ces petits, on va dire, trucs narratifs un peu qu'on oublie. À mon avis, ça fait un peu... ça joue justement au fait que un nouveau lecteur peut vraiment ne pas s'y retrouver et s'y perdre assez facilement. Ouais, mais il y avait trop à lire. Parce que c'était des bulles où il y avait 4 phrases dans une seule bulle. Mais c'est mal aux yeux. Ouais, mais mine de rien, pour l'avoir relu, c'est vrai que pour avoir relu pas mal d'épisodes de Claremont ces dernières années là sur les X-Men, en fait, tu as un côté additif en fait, dans cette façon d'écrire qui fait que tu es constamment dans la tête des persos. Mais alors, chez Claremont, ça prend une dimension où tu es avec eux, mais toutes les secondes. C'est-à-dire que la voix intérieure des personnages n'en finit jamais de parler, en fait. Et tu sais tout ce qui leur arrive et comment ils réagissent à chaque milliseconde de leur existence, en fait. Ah, c'est une vraie psychanalyse. Hein. Chris Claremont est assez fort, et du fait que... Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir avec Paul Smith. Et selon les personnes avec qui il travaille,
cet aspect de sa narration est plus ou moins lourd et plus ou moins agréable selon les périodes ou les séries qu'il peut faire. Bah justement, je pense que Commodore, tu l'as découvert à peu près de la même manière, hein, les X-Men de Paul Smith, à travers les publications dans Special Strange. Ouais, c'était dans Special Strange et puis dans les albums aussi X-Men, parce que la parution des Uncanny X-Men à l'époque chez Lux, ils avaient pris tellement de retard en fait sur la série aux États-Unis et par rapport à d'autres séries qui publiaient que il y avait une double publication des épisodes en Special Strange et des épisodes dans les albums X-Men grand format qui étaient aussi vendus en kiosque. Et c'était un peu le bordel à suivre. Hein. Et notamment toute la saga des Broods a été publiée en grand format. Je pense que ça leur permettait également d'échapper à la censure sur certains épisodes. Parce que les épisodes de Paul Smith là, dont on parle, la saga des Broods et l'album qui s'appelle Vivre, libre ou mourir parlent justement de la saga des Broods. Et il y a un autre album qui s'appelle La Reine des Morlocks, donc avec les épisodes qui se passent dans les égouts et qui sont des épisodes où je pense la monstruosité des Morlocks aurait peut-être entraîné beaucoup de coupes s'ils étaient parus dans Special Strange, alors qu'en album, bon, ils pouvaient se permettre plus de choses, quoique je crois qu'ils étaient quand même certains épisodes étaient quand même censurés, enfin auto-censurés par lui. Oui, la censure, c'était une autre histoire à l'époque. Ouais. Et donc du coup, oui, je les ai lus à l'époque. Moi, j'ai vraiment un souvenir très fort de l'album La Saga des Broods, avec la couverture, c'est Dave Cockrum et c'est la première apparition de Carol Danvers en binaire. Donc Carol Danvers qui est maintenant Captain Marvel, mais qui était Miss Marvel fut un temps, qui perd ses pouvoirs parce que les pouvoirs sont absorbés par Malicia. Et elle rejoint les X-Men pendant un temps. Et elle chope des nouveaux pouvoirs dans l'espace et elle se fait appeler Binaire. Et les 3 épisodes qui tournent autour de cette transformation sont publiés dans l'album La Saga des Broods. Et les 2 premiers épisodes sont dessinés par Dave Cockrum. Le dernier est dessiné par Paul Smith. Et je me souviens avoir été vraiment choqué par la différence de style dans le même album. Mais j'étais vraiment hypnotisé par les dessins de Paul Smith. Et toute cette période-là, en fait, de Paul Smith sur les X-Men, ça m'a fait revenir un peu aux X-Men, qui était une série qui me plaisait plus trop, en fait, depuis le départ de John Byrne. Sans le savoir, parce qu'à l'époque, je commençais à distinguer les différences de dessinateurs, mais tu sens juste, en fait, que, tiens, la série, elle devient nulle. Tu sais pas pourquoi. La série, elle devient moins passionnante, tu les relis moins, ou alors tu trouves des défauts aux histoires. Et petit à petit, tu apprends que voilà, il y a des auteurs derrière ces séries et que un changement d'auteur fait que souvent tu passes de ta série préférée à celle que tu n'as plus trop envie de suivre. Et c'était un peu ce qui était arrivé avec le retour de Dave Cockrum. Et puis il y avait eu la mort de Jean Grey en Phoenix que j'avais eu du mal à avaler à l'époque. Comme beaucoup de monde. Ouais. Mais par contre, les épisodes de Paul Smith, je sais pas pourquoi, en fait, à l'époque, en tant que lecteur, ça m'avait vraiment scotché. Maintenant, quand je les relis, je me dis effectivement, ouais, le trait de Paul Smith, c'est vraiment un trait qui me passionne. Mais il y avait aussi ce côté, la série prenait une dimension un peu plus réaliste entre guillemets, un peu plus dangereuse. Et puis il y avait aussi le fait que les personnages commençaient à rattraper ce qu'ils étaient dans les guerres secrètes, parce que les guerres secrètes avaient commencé 1 an avant dans Speedy. Et les guerres secrètes étaient en avance en fait sur les événements parus dans Special Strange. Donc du coup, le look par exemple de Tornade, le look punk qu'elle a, que j'adore en fait, qui est vraiment mon look préféré de ce personnage, elle l'arborait déjà dans les épisodes de guerre secrète, avant qu'on les découvre dans Special Strange, et de même pour la participation de Malicia dans l'équipe. Paul Smith a un trait qui est radicalement différent de ce qui s'est fait avant, hein, de ses prédécesseurs. C'est plus épuré, plus élégant. Ouais, clairement. Ouais.
c'est un bain de fraîcheur en fait, dès que tu découvres. Et ce que, comme tu dis, Commodore, Cockroom, le deuxième passage, c'est vraiment quand on le relit et quand j'imagine aussi à l'époque, ouais, on continue à suivre parce que juste avant, on s'est pris quelque chose de grandiose avec la période où John Byrne était au dessin. Donc on continue à suivre parce qu'on s'est accroché, parce qu'on aime ces personnages, mais petit à petit, l'ennui s'installe, quoi. Et d'ailleurs, la saga spatiale sur laquelle quand arrive Paul Smith, c'est une saga qui est, je crois, depuis facilement 1 an, ils sont déjà dans l'espace. Ouais, plus ou moins en fait. Il y a un premier retour, mais ils y repartent assez vite. 2 épisodes plus loin. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une lassitude. Hein. Je pense que ça se rend autant pour le lecteur que pour le lecteur. Je pense même que chez Marvel, en tout cas, où et les auteurs le sentaient. Et c'est vrai que quand Paul Smith arrive, il apporte quelque chose, quoi, un bon fraîcheur, et tu le sens pour Claremont. Ça, c'est un des traits spécifiques de lui. Ça lui redonne une pêche assez incroyable pour écrire, quoi. Ouais, tu sens qu'il est beaucoup plus motivé au moment au moment du retour en fait au Bercail. C'est-à-dire que quand les X-Men reviennent, il y a ces 2 premiers épisodes qui font donc la conclusion de la saga des Broods. Le deuxième épisode est plus long, c'est un épisode double où tu sens que vraiment il blinde un peu tout le final avec pas mal de fils d'intrigue. Je pense qu'il aurait duré plus longtemps si Cockroom était resté, notamment la métamorphose et le lien de Tornade avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est l'espèce de grosse baleine de l'espace. Vivant, les Acanti ou un truc comme ça, à laquelle elle est reliée, qui est un truc qui est plus ou moins bien expliqué dans les épisodes et qui est un peu bazardé C'est vite expédié. De toute façon, on sent qu'il voulait passer à autre chose, mais c'est vrai que... Et quand ils reviennent sur Terre, là, ils rencontrent les nouveaux mutants, et déjà la première scène de baston entre les nouveaux mutants et les X-Men, elle est vraiment excellente, quoi. T'as un peu tout ce qui fait le sel de ces personnages à l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont en train de regarder Magnum à la télé, les nouveaux mutants, et d'un coup, il y a les X-Men qui défoncent leur propre maison. Et t'as une baston entre eux, t'as Rocket qui se bat avec Colossus, t'as Karma qui essaie de contrôler Wolverine, et puis elle s'aperçoit que en fait sa volonté est trop grande pour pouvoir être contrôlée, donc c'est assez cool. Et puis surtout t'as une mission qui est que Kitty Pryde doit tuer le professeur Xavier parce qu'ils savent que le professeur Xavier est infecté par un Brood. Donc pour résumer la saga des Broods, c'est que les Broods en fait c'est comme les aliens. C'est-à-dire que c'est Claremont et Dave Cockrum, ils ont été voir Alien, ils se sont dit tiens, ça serait pas mal de faire les X-Men contre Alien. Sauf que c'est des aliens qui parlent, qui ont des grandes dents, mais qui infectent quand même les héros de la même manière que les aliens, c'est-à-dire qu'ils pondent des œufs à l'intérieur des corps des humains, et puis petit à petit, le Brood prend possession de nos héros. Ils ont tous été infectés juste avant l'arrivée de Paul Smith. Et quand Paul Smith prend le dessin, ils sont tous infectés par des Broods. Ils arrivent à se désinfecter là, par une espèce d'opération magie avec Binaire. J'ai pas tout compris, même à la relecture, ce qui se passait. Où elle touche un cristal, elle envoie un rayon dans le ciel, enfin bref. Toujours est-il qu'ils sont tous guéris, mais ils s'aperçoivent que avant en fait, d'infecter toute l'équipe, les Broods avaient aussi infecté le professeur Xavier, qui lui se tient sur Terre, et qui est persuadé que les X-Men sont morts, comme à chaque fois en fait qu'il ne les voit plus pendant une semaine. Il pense qu'il est mort, et du coup il embauche d'autres élèves et c'est la naissance des New Mutants dans le graphic novel qui est sorti, je crois, le même mois que le premier épisode de Paul Smith. C'est le graphic novel qui présente les New Mutants, et donc tu as cette nouvelle équipe qui maintenant habite dans le manoir de Westchester. Et donc, les X-Men rencontrent les New Mutants, et puis comme chaque équipe de Marvel qui se rencontre la première fois, ils se foutent sur la tronche. Et t'as d'ailleurs, dans les dernières pages, j'étais surpris en le relisant, mais c'est la baston en fait, et la résolution de comment est-ce qu'ils guérissent Xavier, c'est assez rapide.
et t'as 6 pages de fin où c'est de la parlotte entre les deux équipes, et ils bouclent toutes les intrigues en fait qui étaient lancées depuis un an et demi, ouais. Et ça finit notamment sur en fait, Xavier, ils ont détruit son corps et ils le clonent, et ils arrivent à faire passer l'esprit du professeur Xavier dans un autre corps entièrement cloné, qui lui n'est plus infirme. C'est-à-dire que la question qui est l'un des premiers fils narratifs de cette année, passé avec Paul Smith, ça va être que le professeur Xavier peut marcher, mais n'arrive plus à marcher parce qu'il a quand même une douleur fantôme dans la tête, et en fait, c'est comment est-ce qu'il va réussir à marcher. Donc ça, c'est un des premiers fils d'intrigue. L'autre fil d'intrigue qui va entraîner l'un des meilleurs épisodes, qui est donc l'épisode One Shot sur Kitty Pryde, c'est que Professeur X décide que c'est trop dangereux en fait que Kitty Pryde reste dans l'X-Men. Voilà. Et du coup, il la recale et il l'envoie chez les Nouveaux Mutants. Elle n'a pas du tout envie d'être dans les Nouveaux Mutants, et ça va être le sujet du effectivement Professeur X is a jerk. Le professeur est un chameau qui est là. Je te laisse en parler parce que effectivement c'est aussi un de mes épisodes préférés. C'est assez incroyable. Moi, ce que je trouve toujours incroyable, c'est il m'avait donc marqué à l'époque, pour être le premier épisode que j'ai lu de cette période-là, et en même temps, ce que je trouve fascinant après, c'est de me rendre compte à quel point cet épisode a marqué tout son lectorat et les autres scénaristes plus tard, à quel point déjà la page d'ouverture, tu vois, c'est une splash page Kitty Pryde, avec Kitty Pryde qui se retourne et qui gueule comme ça, quel abruti ce prof, ou le professeur Xavier est un chameau selon l'édition française que vous avez, quoi. Et déjà ça pose tout, quoi, tu vois, il y a le dessin, mais il y a la manière de se retourner, de regarder le lecteur, et ça pose tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est un épisode, alors je dirais pas que c'est le premier épisode des X-Men, il y en a d'autres, mais c'est un épisode en fait où en termes d'action, il y a rien. Mais en fait, il y a presque rien, mais c'est dense dans les relations entre les personnages, dans les manières de déposer, dans les manières d'écrire, dans la manière de les faire avancer, parce que en 2 pages déjà, on propose bien une amitié entre Kitty Pryde et Illyana Rasputin, donc la petite sœur de Peter Rasputin de Colossus. Il y a ce grand mystère de cette menace qui est dans les sous-sols, dont on se rendra compte que c'est le dragon Loki plus tard. Il y a Wolverine qui s'en va. Il y a donc ce que tu disais avec Xavier qui n'arrive pas à marcher. Et ainsi de suite. Et ça avance. Et il y a Tornade encore, là. Et c'est surtout un rythme, je trouve. Il y a un rythme. Et en fait, je trouve que c'est ça ce que j'aime chez cette période de Paul Smith. Il y a quelque chose dans le rythme, d'arriver à poser quelque chose de super rythmé, tout en étant d'une manière assez sereine. Ouais. Serein et très posé. Et très drôle aussi. Tu vois, il y a un des passages les plus drôles de l'épisode, c'est quand Kitty Pryde, en fait, on lui dit arrête de faire un peu ta gamine, si tu veux vraiment chez X-Men, il faut que tu prouves que tu t'en es une, et il faut la jouer différemment. Et là, on a cette page où, en fait, toutes les techniques que Kitty Pryde utilise pour convaincre Xavier, donc elle utilise l'intelligence pour le battre aux échecs, elle fait de la flatterie, alors ça, c'est super. Ouais, c'est la meilleure case, ouais. J'ai tellement de la chance d'avoir un professeur comme vous êtes génial. Vous avez vu, je peux filtrer. Et en plus, tu vois, elle dit, vous avez vu, je peux filtrer avec les objets, donc qu'en une case, on voit comment les pouvoirs de Kitty... pas augmente, mais en tout cas évolue elle-même. Enfin voilà, elle-même elle connaît encore plus ses pouvoirs. Donc du coup, en une case déjà, on a posé un point super important de ses pouvoirs, c'est-à-dire que c'est même plus elle qui peut se filtrer, ou des fois elle filtre les gens, mais même les objets, elle peut les filtrer. Donc ça avance, mais mine de rien, en une case, quoi. Et voilà, et cet épisode-là est vraiment incroyable. Il marque, et puis oui, c'est le dessin, parce que, bon, je disais, il se passe rien, ce qui est faux, parce qu'à la fin, justement, il y a cette bataille qu'elle a à l'affronte des extraterrestres et les Sauri, ou les Siri, je ne sais plus exactement le nom, mais les extraterrestres qu'on avait vus lors d'un épisode de Cochrane où ils avaient complètement détruit, justement, le manoir. Et il reste quelques survivants, et puis elle se les fight avec Colossus, mais en fait on s'en fight 2 ou 3, quoi. Et voilà, et c'est vrai que c'est assez marquant dans cette manière. C'est là en fait où il pose ce rythme, c'est-à-dire que les épisodes d'avant, voilà, il décide de tout conclure de la saga de l'espace
on envoie tout, on finit, on termine, on fait 2-3 phrases, le corsaire de l'espace, on le pose, bon, il va repartir, et ainsi de suite. Bon, allez, c'est fini, et maintenant, voilà. Maintenant, on va faire les X-Men, ça va être, bah voilà, on va changer un peu la manière dont vous avez vu les X-Men, et ben on va changer ça. Maintenant, ça va être à la fois calme, je trouve, enfin, à la fois, allez, voilà, en fait, je sais le terme, mais on va dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ça fait force tranquille, en fait. C'est quelque chose d'incroyablement puissant, tout en étant incroyablement pas bling bling, pas fort, pas et en même temps, bah, tout est là, tout est posé. C'est l'énergie, mais économisée pour exploser au moment qu'il faut. Et ça, on le retrouve dans tous les épisodes qui vont suivre jusqu'à le dernier de Spock, où là, par contre, tout explose avec la bataille finale contre Jason Wingard, quoi. Ouais, le premier épisode, c'est effectivement ce que tu dis, c'est qu'on va vous présenter les X-Men d'une autre manière, et notamment une manière un peu sexy aussi, parce que tu as t'as une planche où tu vois Ororo qui est nue sous un manteau de fourrure et qui essaye de reconnecter avec la Terre parce que elle a été dans l'espace depuis trop longtemps, et elle s'aperçoit que ses pouvoirs déconnent, donc nouveau fil d'intrigue qui entre en jeu, c'est-à-dire les pouvoirs de Tornade, elle arrive moins à les contrôler. Donc ses pouvoirs, c'est vrai, de manipuler les éléments, et notamment voilà, la pluie, la tempête, les éclairs. On a Scott Summers qui retrouve son ancienne petite amie, alors Aletys Forrester, qui était capitaine de bateau, et on voit, on a une espèce d'ellipse où il la retrouve sur le bateau, et après on les voit sur la plage. Voilà, on comprend qu'il s'est passé du temps, qu'ils ont bien partagé un moment sympathique de retrouvailles. Mais un autre moment sympathique de retrouvailles, c'est juste après, puisque tu as Diablo qui retrouve l'hôtesse de l'air, Amanda Sempton, c'est pareil. Et ouais, ça va être... Ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que la période Paul Smith, ça va être ça. Ça va être du danger permanent, mais qui est tapis dans l'ombre. C'est-à-dire comme Lockheed dans cet épisode. Et ça va être de la romance, vraiment les tourments intérieurs, mais de la romance qui, du fait du dessin de Paul Smith, je trouve, avec ce côté vraiment élégant pour dessiner autant les personnages masculins que féminins, c'est-à-dire la planche avec Scott Summers et Aletys là, qui marchent sur la plage sur fond de soleil couchant, c'est des gravures de mode, hein, c'est du Michael Mann. Il y a un côté, voilà, il y a un côté cool, assez design, et ouais, il donne un côté vraiment super moderne à tous les personnages des X-Men, et qui deviennent vraiment, je trouve, adultes et racés, quoi. T'as vraiment quelque chose d'assez assez noble, assez mode, en fait, dans la façon de dépeindre les X-Men. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage, et ça c'était quelque chose que voulait vraiment faire Paul Smith, c'est ce qu'il dit dans une interview avant de reprendre la série, de caractériser les personnages par leur morphologie et de leur donner vraiment des looks différents. C'est-à-dire qu'il ne va pas dessiner deux personnages féminins de la même manière. Elles n'auront pas les mêmes proportions. Pareil pour les personnages masculins. Ils n'auront pas les mêmes visages, ils n'auront pas les mêmes traits, ils n'auront pas les mêmes attributs. Et c'est hyper clair quand tu vois les rares passages où il dessine toute l'équipe ensemble. Parce que c'est pas un Perez, c'est pas un John Byrne, il n'aime pas trop, ou un Cockrum. Il n'aime pas trop faire des scènes avec une foultitude de personnages. Il y a très peu de passages où finalement tu vois l'équipe complètement rassemblée. D'ailleurs, des fois, entre deux pages, il oublie des personnages. Et tu as Claremont qui essaye au niveau de la bulle. Alors c'est peut-être Claremont ou c'est peut-être Louise Simonson qui à l'époque était l'éditrice du titre qui arrive à combler en fait j'allais dire les lacunes du dessin, mais le fait qu'on oublie des personnages dans un même lieu,
de temps à autre, parce qu'ils ressemblent toujours sur les personnages qui sont le plus importants. Mais quand tu les vois ensemble, t'as vraiment ils se tiennent pas de la même manière. Tu as vraiment leur personnalité qui ressort en fait, Tout à fait. dans la manière de se tenir, la manière d'évoluer, la manière de combattre aussi. Ça, c'est quelque chose qui est qui va être très prégnant dans son run. Et c'est ajouté à ça, il y a une espèce de narration que je trouve folle en fait chez Paul Smith. C'est de la même manière que tu as certains dessinateurs comme Alex Stott, où c'est des éléments du personnage qui vont t'amener en fait l'œil à lire la planche, ou alors des éléments du décor, mais t'as une manière de composer la planche, de composer l'action, qui est hyper fluide, et souvent en fait tu lis hyper rapidement une planche, et puis tu repasses ensuite dessus parce que ça a l'air simple, et en fait c'est hyper complexe en fait dans la façon d'épurer en fait la narration. C'est le choix du cadrage, le choix du plan, le choix de la forme des cases, la disposition. C'est vraiment, c'est pas monotone. Il n'utilise jamais les mêmes types de cases, et il y a une utilisation des décors et tout, mais on pourrait en parler pendant des heures. Je vais laisser juste la parole, je finis juste sur l'épisode justement de Kitty Pryde, où ça m'a toujours tué justement la dernière planche avec l'arrivée de Madeline Pryor, où tu la vois de dos pendant toute la planche jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est la dernière case là où elle dit bienvenue en Alaska, mon nom est Madeline Pryor. C'est aussi fort que la dernière planche de l'épisode de Spider-Man, où on découvre pour la première fois Mary Jane Watson, qui est incroyable, qui était toujours le visage caché en fait dans les précédents épisodes. Et Romita Senior dessinait pour la première fois Mary Jane à la porte de Peter Parker. Et pour moi, c'est là, cette dernière page, c'est du même tonneau, quoi. Ça renvoie à ça, et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait que Smith essayait vraiment de différencier ses personnages à chaque moment, et ses personnages féminins. C'est que même avec cette case-là, Madeleine Pryor, ce qui est incroyable, c'est que tu vois à la fois que c'est Jean Grey a priori, mais en même temps tu vois bien que c'est Madeleine Pryor. C'est-à-dire que même Jean Grey, même les interrogations que va se poser Cyclope pendant tout le passage de Paul Smith, on comprend à un point, parce qu'on a ce décalage. C'est-à-dire qu'il arrive à dessiner Madeleine Pryor comme un sosie de Jean Grey, mais pas totalement. Et c'est grâce à ce décalage qui fait qu'on comprend à tel point le dilemme de Scott. Et notamment la coupe de cheveux, je trouve. La coupe de cheveux. Ouais. Et ce qui est fou avec cette case-là, qui clôture, c'est qu'en même temps, elle fait écho à la première case donc, de l'épisode, qui est violent, tu vois, qui est énergique. C'est Kitty qui se retourne, qui pointe du doigt, qui gueule quel abruti ce prof. Et dernière case, c'est poser Madeleine Pryor, bonjour, je suis Madeleine Pryor. Et là, et moi, ça me permet de rebondir pareil sur une deuxième chose que tu disais par rapport à ces dessins, par rapport à ces épisodes. C'est une dizaine d'épisodes, c'est un trait qui est totalement reconnaissable, et en même temps, en termes de découpage des plans, justement, comme tu dis, il n'y a quasiment pas un épisode qui ressemble à un autre. C'est-à-dire qu'on a l'épisode donc calme avec Kitty Pryde, on voit un épisode qui est vraiment composé de cases assez petites, avec des planches avec beaucoup de cases. On va avoir l'épisode, le deuxième épisode, la deuxième partie des X-Men au Japon, qui est alors là, par contre, blindé de planches avec des cases horizontales, avec quasiment peu de dialogue. Ouais. C'est incroyable à quel point, et ce qui est fort avec cette période-là, c'est une période qui est marquante, mais qu'on se rend compte qu'elle fait que à peu près 10 épisodes, et encore, je crois qu'il 9, parce que le 10e, c'est Walter Simonson qui le dessine, et qui en même temps, à l'intérieur, en fait, t'as pas un épisode qui se ressemble. Chaque fois que tu en lis un, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas celui que j'ai lu avant, c'est pas celui que j'ai lu après.
Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable avec Paul Smith. Et du coup, je me dis peut-être qu'on peut un peu présenter aussi Paul Smith, hein, pour ceux, ce qu'il faisait avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Paul Smith. Ouais, On avait fait une petite bio, je crois que nous en avait préparé une. Ouais, Paul Smith, c'est un dessinateur qui au départ vient de l'animation parce qu'il a travaillé avec Ralph Bakshi, donc le réalisateur qui avait fait Fritz the Cat ou Le Seigneur des Anneaux ou le dessin animé Spider-Man. Et c'est un dessinateur qui est marqué notamment par les dessinateurs classiques. Son dessinateur phare chez Marvel, c'est Steve Ditko. C'est-à-dire, c'est le personnage qu'il a toujours voulu dessiner, c'est Spider-Man. Je crois qu'il ne l'a jamais dessiné de tête. En tout cas, il n'a jamais dessiné un épisode de Spider-Man. Et j'aimerais bien voir un Spider-Man par Paul Smith. C'est aussi un électron libre, hein, Paul Smith. C'est quelqu'un qui va claquer la porte. Voilà, au bout d'un an, parce qu'il ne s'entend pas avec Chris Claremont, c'est pour des raisons de différence créative, comme on dit, et qui va ensuite enchaîner Doctor Strange, qui est aussi un personnage de Steve Ditko et qui est un des personnages favoris de Paul Smith, à tel point que dans l'encyclopédie Marvel, c'est lui qui dessine les personnages de Strange et les personnages de Clea, de la même manière qu'il dessine certains personnages des X-Men. Et puis ensuite, il expliquait dans une interview qu'il s'est servi de l'argent qu'il a gagné sur les X-Men, parce qu'il gagnait très bien sa vie sur les X-Men, pour partir à moto à travers les États-Unis. Et il va bosser aussi il va bosser pour les indépendants, il va bosser pour First. Il va remplacer Steve Rude sur Nexus, ce qui n'est pas rien, parce que Steve Rude est le co-créateur de Nexus, et puis c'est un des plus grands dessinateurs qui est arrivé dans les années 80. Et je suis pas loin de penser que Paul Smith fait du meilleur boulot sur Nexus que Steve Rude. Alors, faut pas le dire trop fort, mais j'adore c'est aux alentours du numéro 50, c'est dans les numéros 40-50 que Paul Smith bosse sur Nexus. C'est lui qui conseille aussi à Mike Baron sur la storyline qui va suivre une fois qu'il va partir, qui est une storyline de remplacement en fait du personnage de Horatio L-Pop, qui est donc le héros qu'on appelle Nexus, par un autre personnage. C'est un peu une saga à la Nightfall, où la Captain America avec le Captain, où il y a un personnage qui prend la place du héros titre, et puis qui finit par péter les plombs. Et je crois, c'est Paul Smith qui avait dit à Mike Baron que ce serait bien que le personnage soit hyper sympathique, soit vraiment conçu comme un héros, un héros hyper classique, de façon à ce que les lecteurs soient vraiment dégoûtés à partir du moment où il va commencer à péter les plombs. Et puis on va le retrouver ensuite sur une mini-série Paul Smith, là, sur une mini-série que j'adore, qui est The Golden Age, écrite par James Robinson, qui est sur les héros de l'âge d'or de DC Comics, notamment la Société de Justice, mais aussi l'Escadron des Étoiles, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, et c'est une intrigue de politique fiction dans laquelle, en fait, certains héros sont traqués, et il y a le retour d'un des leurs, un super-héros, qui va devenir un politicien réactionnaire de droite et qui va faire la chasse aux communistes parmi ses anciens alliés. Et c'est une métaphore sur ce qui s'est passé avec la chasse aux sorcières, notamment à Hollywood. On reviendra sur Golden Age dans une émission, hein. Ça mérite son analyse complète. Il faut. Oui, parce qu'avec Squadron Suprême, c'est un des grands, récits environnant à Watchmen et à Dark Knight Returns, des grands récits de déconstruction du super-héros. Et puis ensuite, il a fait quelques réapparitions. On l'a vu sur Leave It to Chance, donc, qui est la série de James Robinson avec qui il avait fait Golden Age. Et puis, il a fait aussi quelques retours sur les X-Men. Notamment, il dessine un des épisodes de la mini-série Children of the Atom, qui était écrite par Joe Casey et qui aurait dû être dessiné en entier par Steve Rude. Donc là encore, il prend la place de Steve Rude. Il a fait quelques épisodes de X-Men Forever, et puis je crois qu'il a fait une mini-série Kitty Pryde avec Chris Claremont. Voilà, c'est un dessinateur, je pense, qui a besoin de temps
parce qu'il a besoin d'être motivé par le scénario, qui a des idées très arrêtées sur les personnages, parce que je me souviens d'une interview où justement il parlait de la façon dont il se trouvait que Green Lantern avait été complètement démoli par Denny O'Neil et Neil Adams. Je sais plus, je crois qu'il disait qu'il l'avait castré ou un truc comme ça, en fait, en faisant une pleureuse, et que lui, il avait qu'une envie, c'était de faire un Green Lantern qui revienne à un côté assez héroïque de Hal Jordan. Et il a insisté notamment auprès de James Robinson sur Golden Age pour que y ait pour que le personnage du Golden Age, le Green Lantern du Golden Age, ait un rôle d'importance. Ça, on pourra en reparler quand on fera l'émission sur Golden Age. Donc voilà. Donc c'est un dessinateur qui a eu, je trouve, une carrière fulgurante dans les années 80 et 90. Enfin, début des années 90 avec Golden Age, mais qui est un peu disparu des radars, qui est dommage, parce que je pense que c'est un des grands dessinateurs de comics de ces 40 dernières années. Ouais, et c'est un dessinateur qui a eu une influence. Donc on parlait de l'influence des épisodes sur lesquels il a travaillé sur les X-Men. Il n'a pas fait que ces épisodes-là, il a fait aussi un épisode dans Marvel, et il a fait aussi la mini-série X-Men Alpha Flight, dont on parlera un jour quand on fera les guerres d'Asgard. Mais c'est aussi un dessinateur qui a influencé d'autres dessinateurs, notamment Cliff Chiang, qui est le dessinateur qui a fait Paper Girls avec Brian K. Vaughan, qui a fait Wonder Woman avec Brian Azzarello. Et Cliff Chiang, c'est un fan absolu de Paul Smith, et notamment des X-Men de Paul Smith. Et c'est le genre de dessinateur. Je suis toujours étonné de voir en fait que c'est le dessinateur qui a rendu en fait les X-Men à la place numéro 1, en fait, de titre numéro 1. Parce que d'après John Byrne, ce qu'il disait dans une interview, John Byrne disait que contrairement à ce que tout le monde pensait, quand lui était sur la série, sur la période phare qui est connue comme l'âge d'or des nouveaux X-Men, la série se vendait très bien, mais n'était pas le best-seller de Marvel. Et il dit que la série est devenue le best-seller de Marvel quand Paul Smith est arrivé. Et ça me rend toujours heureux qu'un dessinateur comme ça, qui ait un style qui est plus proche, tu vois, des canons d'un Alex Stott, tu vois, de ce genre de dessinateur à l'épure, plutôt que des canons classiques que j'adore. Hein. Jack Kirby, il n'y a pas de, qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, mais voilà, je suis content de savoir que c'est Paul Smith qui a fait des X-Men le best-seller, enfin en tout cas qu'il y ait plein de jeunes lecteurs et plein de petits lecteurs qui ont lu du Paul Smith pendant un an et en grande quantité, plutôt que ce qui était devenu Dave Cockrum sur la fin du run, parce que les derniers épisodes de Dave Cockrum, c'était vraiment pas beau, quoi. C'était assez grassouillé. Alors je sais pas si c'est l'ancrage de Bob Wiacek, mais Bob Wiacek fait par exemple un super boulot sur les dessins de Paul Smith. Il fait un super boulot, et en plus, ce que je trouve assez vrai, parce que même il s'occupe de l'épisode de Walter Simonson, et il s'assure justement, je trouve, Simonson, d'une cohérence de tout le passage entre Paul Smith, Simonson, et même, puisque dans le dernier épisode où Paul Smith dessine, il ne le dessine pas en entier, les dernières pages, c'est John Romita Jr. qui les dessine. Moi, gamin, j'avais pas fait la différence. Hein. C'est vraiment, je trouve que l'ancrage permettait justement de complètement rendre cohérent toute cette période qui, je veux dire, tu veux extraire cette période-là, tu peux la lire, sans avoir lu quasiment sans avoir lu les X-Men avant, et sans rien lire après. Je veux dire, ça pourrait se conclure sur le mariage de Cyclope et de Madeline Pryor, qui pourrait dire, j'ai fini les X-Men, moi c'est très bien comme ça, hein, à peu de choses près. Même si, à l'intérieur, il y a quand même, pour moi, il y a trois trucs grandioses dans cette période, trois personnages qui ressortent totalement. C'est Wolverine, dans l'ordre, je dirais, c'est Wolverine, et je dirais à égalité, c'est Tornade et Cyclope. Où là, on a quelque chose d'assez... et puis, on a tous les autres aussi, hein. Mais c'est ce qu'on en discutait en préparant l'émission, hein, on a une Tornade qui est... Alors, et ça, je crois que c'est le point que tu voulais vraiment aborder, qui est un peu le symbole un peu de tout ce que Claremont fait sur les X-Men. Ouais, quand on parlera de Claremont, on pourra... Oui, on va peut-être parler tout de suite de Claremont, et on partira sur les personnages après, si ça vous va.
On va laisser la parole à Jérôme, qui justement. est un grand fan de Chris Claremont. Ah, mais Claremont, moi, je m'agenouille devant toi. Bon, je vais être très, très rapide. Hein, c'est Claremont, on pourrait dire sans lui, pas de X-Men. J'ai envie de dire sans lui, pas de X-Men tels qu'on les connaît. Il est né en 1950, il est né en Angleterre, il part très vite aux États-Unis il y a 3 ans, ses parents partent aux États-Unis là-bas. Il se prédestinait à devenir romancier ou metteur en scène, d'après ce qu'il voulait dire. Bon, il se retrouve stagiaire en 69 chez Marvel, pardon. Il donne déjà quelques idées chez les X-Men. Apparemment, c'est lui qui aurait donné l'idée dans l'épisode ou du Retour des Sentinelles, dessiné par Neil Adams. Oui, si je dis pas de bêtises, mais oui. Ouais. C'est lui qui donne l'idée que Cyclope les convainc en fait d'aller à la source même de ce qui provoque les mutants et donc de foncer dans le soleil. Voilà. Et après, on le retrouve en fait en tant que scénariste sur plein de récits d'histoires d'horreur en fait. On a Monster Unleashed, Tale of the Zombie, Out of Horror, Blade, même un peu de Hulk. Il va écrire Captain Britain, il va surtout écrire aussi beaucoup Iron Fist et la série Power Man et Iron Fist. Il va s'occuper de Miss Marvel et de Spider-Woman. Et également de Spider-Man via en fait la série Marvel Team-Up. Ils vont écrire au moins une 30aine d'épisodes et beaucoup avec John Byrne. Et ça, je les conseille vraiment à beaucoup de monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert que j'ai lu sur le tard. J'avais dû lire 1 ou 2 épisodes, mais je l'ai redécouvert bien plus tard. Et vraiment, je vous les conseille. Ils sont vraiment superbes, ces Spider-Man. Et donc, il arrive sur les X-Men. Au 2e épisode après leur relance, donc les nouveaux X-Men tels qu'on les appelait, cette équipe internationale avec Colossus, Wolverine, Diablo, Tornade, Sunfire, Warpath, et donc il va commencer à les écrire du 94 au 279, entre 1975 et 1991. Il va quasiment écrire que des séries mutantes durant les années 80. Petit à petit, il va lâcher toutes les autres séries auxquelles il va écrire pour se consacrer que aux X-Men. Il va prendre en charge les nouveaux mutants, il va lancer la série Wolverine, il va s'occuper de Excalibur, des mini-séries aussi autour des X-Men, des graphic novels, la 2e série X-Men, il fait même un petit peu de X-Factor, c'est histoire de... Enfin voilà, un peu tout ça là, pendant 16 ans, jusqu'à ce que, pareil, on va dire, le différent créatif fait qu'il claque la porte des X-Men au début des années 90. Très rapidement, si on doit un peu expliquer pourquoi Claremont a autant marqué les X-Men, je dirais très vite, c'est surtout des intrigues structurées au long cours. C'est quelqu'un qui va essayer de penser ses épisodes, sa narration sur une quinzaine, une douzaine, une vingtaine, une trentaine de numéros. Il va avoir ce qu'on appelle une approche soap. Alors c'est un peu tout et rien dire quand on dit ça, mais bon, en gros, c'est surtout il adore avoir plein de personnages. Et aussi beaucoup de rebondissements. Voilà, avec un espèce enfin, il a une conscience assez fine du rythme dans le récit, dans la manière de faire venir un personnage, dans la manière de faire venir des rebondissements, mais bien préparés à l'avance sans qu'on y prête garde. Et le run de Paul Smith le montre assez bien avec la machination de Jason Wingard. C'est aussi quelqu'un qui remet en cause totalement sa série. Alors, si vous lisez un jour les X-Men sur sa totalité, vous serez sûrement frappé du fait que quasiment la série va, pendant 2 ans, avoir une formule peut être réinventée et ainsi de suite, quasiment tous les 2 ou 3 ans à peu près. Il n'hésitait pas. Et surtout, et c'est pour ça qu'on va continuer, c'est quelqu'un qui... et beaucoup en fait avec ses dessinateurs. Si on parle des X-Men de Claremont, on structure souvent ça en période de dessinateurs. Donc on a au début avec Dave Cockrum, bien sûr la période de l'âge d'or avec John Byrne, et puis avec Paul Smith, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup, alors même si beaucoup ses dessinateurs en fait, il essaie d'écrire pour eux ses débuts, même si après il y a souvent des clashs, que ce soit avec John Byrne, Paul Smith et puis d'autres. Mais voilà, je trouve que c'est aussi quelqu'un qui, quand il arrivait à être en phase avec des dessinateurs, c'est là que le meilleur des X-Men ressortait. Voilà un petit peu pour mon topo. On pourrait pareil en dire encore beaucoup de choses, et notamment aussi sa prédisposition à beaucoup écrire, beaucoup parler. Et moi, je suis assez client, mais pareil, voilà, je suis assez client selon le dessinateur.
Ouais. Et avec Paul Smith, ça passe, mais alors comme une lettre à la poste. Ouais, parce que en fait, tu t'attardes plus longtemps sur les dessins. Donc du coup, quand t'as un dessinateur qui te plaît, tu peux regarder vraiment la case dans tous les détails, le temps d'avoir fini la bulle. Ouais. Ouais, parce que la méthode, faut rappeler quand même la méthode qu'utilise Marvel et notamment Chris Claremont, c'est que il discute de l'intrigue avec le dessinateur. Il écrit une intrigue, il dit ce qui se passe par page. Et ensuite, le dessinateur fait le découpage lui-même. C'est-à-dire que le dessinateur devient une sorte de réalisateur, en fait, sur la série. Et Claremont repasse après pour mettre des bulles. Et c'est notamment à cause de ces bulles que John Byrne claquera la porte, parce que John Byrne, lui, s'était imposé comme co-scénariste de la série, en tout cas co-plotter, c'est-à-dire qu'il travaillait l'intrigue avec Claremont, et je crois qu'il a claqué la porte à cause d'une bulle, en fait, sur une splash page d'un épisode où tu avais Colossus qui déracinait un arbre, et Byrne avait dit, je m'étais arrangé pour avoir vraiment Colossus qui déracine un arbre de façon hyper facile, et Claremont n'a pas pu s'empêcher de rajouter des bulles de pensée où il dit je sens le feu dans tous mes muscles. Cet acte épuise toutes mes forces. Et Byrne raconte que quand il a eu le numéro entre les mains, il a appelé directement l'éditeur. Il a dit c'est bon, j'arrête, je peux plus bosser comme ça. Donc c'est une méthode qui a ses avantages et ses inconvénients. Donc l'inconvénient, on l'a vu, c'est que des fois le scénariste peut rajouter des dialogues qui embêtent un peu le dessinateur, ou voilà, je pense aussi c'est pour ça que Claremont est si verbeux, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il rattrape à un moment donné sa création. Mais l'avantage, c'est aussi que ça permet d'avoir vraiment une personnalité à chaque run, effectivement, et notamment la personnalité du dessinateur, et que transparaît dans les épisodes et la façon de raconter les épisodes un peu de la personnalité du dessinateur, ce qui fait effectivement que la série est toujours fraîche, la série est toujours intéressante. Sur les 15 ans sur lesquels a passé Claremont sur la série, tu peux prendre effectivement n'importe quel run, tu as une saveur différente, et c'est pourtant ça reste l'X-Men, et c'est ça qui est fort. Et donc je voulais parler de Tornade, notamment pour la présenter comme étant, à mon avis, la plus représentative dans les personnages d'X-Men, du style Claremont, parce que Tornade va évoluer avec la série. Elle a un look différent, elle a une position différente dans l'équipe, elle a parfois des pouvoirs différents, elle a une morphologie des fois différente, suivant les dessinateurs et et elle symbolise cette volonté de changement permanent. C'est-à-dire qu'on la découvre dans les premiers épisodes comme une super-héroïne un peu innocente, sous Cockroom. Avec John Byrne, il y a un peu un côté, plus fort, plus guerrière qui commence à se mettre en place, et puis on en apprend un peu plus sur son passé, mais on a ce personnage de Tornade qui devient un leader sur la fin des épisodes de John Byrne. Elle devient le leader de l'équipe, et sous Paul Smith, il y a cette métamorphose grandiose suite donc à la perte de la maîtrise de ses pouvoirs. Petit à petit, elle sent que elle contrôle de moins en moins les éléments, donc elle devient quelque part moins puissante, parce que c'était la plus puissante dans l'équipe. Mais par contre, elle gagne en détermination. On le voit dans le double épisode des Morlocks, où elle décide de quasi tuer Callisto, la chef des Morlocks, pour pouvoir sauver Angel, qui a été capturée par ce gang de mutants. Et elle transige ses propres règles, et dans l'épisode du Japon, elle est séparée du groupe. Elle se retrouve avec l'ami de Wolverine, qui est l'ancienne maîtresse de Wolverine au Japon, qui est Yukio, et elles vont partir pendant un week-end, elles vont disparaître. Alors, comme d'hab chez Claremont, il y a de très lourds sous-entendus sur la relation entre Ororo et Yukio.
Et quand elle revient, elle est complètement métamorphosée. Elle a un look de punk, elle a une crête à l'Iroquois et tout. Elle est magistrale, moi, je trouve. C'est vraiment la révélation du look par Paul Smith, là où elle se tient dans les allées du jardin japonais, là, justement, là où se tient le mariage de Wolverine et Mariko, où se tient pas d'ailleurs, puisque à la fin, Mariko refuse d'être l'épouse de Wolverine. Mais voilà, il y a cette métamorphose. Et puis après, tout le reste de la série, quand Claremont sera sur la série, Tornade va perdre ses pouvoirs sous la période Romita Junior. Elle va les regagner sous la période Silvestri. Elle va mourir à la fin de la période Silvestri. Quand il y a le changement de dessinateur avec Jim Lee, elle revient, elle est d'abord une gamine, et puis après, elle reprend sa place dans ses pouvoirs, ouais. Ouais, il y a un côté rajeunissement. En fait, tu vois, quand Jim Lee arrive, on refait ce qui a été fait, mais on le refait de façon plus, avec une bouffée de fraîcheur. Et c'est mine de rien, avec ce personnage, t'as ce qui a été l'X-Men, c'est-à-dire qu'elle traverse la série et son caractère évolue. Elle est plus dure quand la série est plus dure. Elle est plus perdue quand la série est dans le vague. Ah ouais. Elle est toujours la balise du truc de la série. Et c'est un personnage plus important, je trouve, que au fur et à mesure de la série, plus important encore que Wolverine ou Cyclope, tu vois. Tout à fait. Et ce qui est incroyable, je trouve, avec par exemple le changement vraiment de look là, de cette période, c'est qu'il est à la fois frappant, à la fois totalement étonnant. Il marque d'emblée, hein, donc tu vois la page 1, voilà, il est marqué. Il doit faire. Tu dis aujourd'hui, il aurait buzzé, mais incroyable. Hein, ça aurait fait numéro 1, hashtag not my storm ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'on aurait pu dire, mais ce que je trouve fou, c'est à quel point tout le truc aussi est préparé avant. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment super, moi, dans les X-Men de cette période, même pendant longtemps avec Claremont, c'est à quel point comment il va disséminer peu à peu toutes les graines pour que la révélation, ou en tout cas le changement, soit à la fois quelque chose qui étonne, mais quelque chose qui ne choque pas, parce qu'en fait tu dis mais en fait c'est totalement normal, quoi. C'est totalement logique. Il le prépare dès la saga dans l'espace avec les Broods, il va la préparer avec les Morlocks. Et moi la bataille contre Callisto, elle est incroyable. Pareil, t'as un sens de la mise en scène, parce que tu te dis, au départ c'est Diablo qui veut se battre contre Callisto pour sauver Angel. Tornade qui fait non, c'est moi qui m'en occupe. Il dit ok, petite, tes pouvoirs peuvent pas être utilisés là et tout. Callisto qui lui lance le couteau, et là d'un coup Tornade prend le couteau et s'en sert, mais juste allez vas-y, tu veux te battre. Et c'est là aussi que tu te rappelles que c'est une enfant des rues. C'est une enfant des rues du Caire qui, à partir de 6 ans, a dû se débrouiller toute seule et qui est devenue la meilleure voleuse du Caire pendant des années. Et tu te dis, mais c'est à la fois, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle fait? Et en même temps, tu réfléchis. Dans un deuxième temps, tu te dis, mais non, en fait, c'est super logique. Et il t'amène ça, et ce qui fait que, de Tornade, un personnage, et pour d'autres, mais pour elle, c'est vrai que ce changement radical est incroyable, quoi. Et puis, il le pose pas que de manière, on va marquer, on va choquer. Non, derrière, il va travailler tout le truc, parce qu'après, tu as la réaction face à ce changement de look, quoi. Et c'est ça, comment on se positionne face au changement. Et c'est aussi un des choses que je trouve bien dans le run de Paul Smith, c'est à quel point les X-Men vont se confronter à ça, quoi, à tous les changements qu'il y a dans cette période-là, quoi. Tu as notamment l'arrivée de Malicia. Ben voilà, tu as avec les Broods, parce que est-ce qu'on va les tuer ou pas? Bah oui, allons-y. T'as déjà un peu les Morlocks, mais comme tu dis, oui, le plus gros c'est Malicia. Malicia qui est, pour ceux qui suivent un peu tout l'univers Marvel à ce moment-là, c'est une méchante. C'est un personnage qui a déjà attaqué une ou deux fois au moins les X-Men avec Mystique. Et puis c'est un personnage donc qui a volé les pouvoirs de Miss Marvel, de Carol Danvers, de manière définitive. Donc vraiment, elle est classée méchante, elle est présentée, elle est dessinée comme méchante. Enfin, si on la revoit quand Cochran la dessine, et qu'on voit comment Paul Smith la dessine, tu te dis non, c'est pas le même personnage, en fait. Même au niveau, on croirait qu'elle a perdu 20 ans, tu vois, quand tu la vois, quand Cochran la dessine, tu te dis ah ouais, quand même. Et ben là, elle arrive, et c'est au secours, j'ai besoin d'aide, quoi. C'est mon pouvoir, je ne le contrôle pas, j'ai les pensées d'une autre personne,
s'il vous plaît, aidez-moi. Et donc, c'est comment cette fois, ok, les X-Men, c'est bien vous êtes tolérants, vous dites que vous devez aider le mutant. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant face à une personne qui a été votre ennemi? Et là, voilà, c'est encore là, ils te confrontent à leur engagement, en fait. Et c'est ça que je trouve pareil assez fort, et pareil de manière toujours posée, de manière, tu vois tout l'épisode. Donc là, c'est Simonson qui le dessine. C'est pareil, t'as une confrontation dans une pièce, tout le monde est assis, et pourtant ça se lance, hein, ça se confronte. Xavier qui dit arrêtez de penser aussi fort, j'en ai mal à la tête, quoi. Toutes vos pensées arrêter les insultes, quoi. Et jusqu'à ce que Binaire arrive, et là, c'est une grosse baston qui se lance, quoi. Donc ouais, non, c'est et puis incroyable. on continue justement cette introduction de Rogue de Malicia dans l'équipe avec les épisodes au Japon, puisqu'elle va faire équipe avec Wolverine, qui n'est pas présent au moment où elle rejoint l'équipe dans l'épisode dessiné par Simonson, puisqu'il est à l'époque au Japon. Il est dans sa propre mini-série dessinée par Frank Miller. Et j'adore l'arrivée de Malicia au Japon avec l'équipe. En fait, elle est mise en parallèle par la mise en page de Paul Smith. Elle est mise en parallèle avec Mariko. Et Mariko, c'est la seule qui l'accueille normalement. C'est la seule qui l'accueille avec bienveillance, en fait. Et c'est Malicia qui va aider Wolverine à sauver Mariko des Yakuza pendant que toute l'équipe est dans le Schwartz, quoi. Parce que l'équipe est empoisonnée, et du coup c'est Wolverine et Malicia qui vont faire équipe. Une idée qui, quelque part, en fait, t'as en germe ce que tu vas avoir dans le premier film X-Men. Oui. Avec le tandem Wolverine et Malicia, et quelque part, c'est là où il est fort. Claremont, c'est toute cette introduction de Malicia, je trouve, dans l'équipe. Le débat est vachement bien sur est-ce qu'on doit l'accueillir ou est-ce que non, elle fait partie des mauvais mutants, elle va nous faire un sale coup. Avec le professeur Xavier qui leur rappelle que s'ils veulent aider les mutants, ils doivent aider tous les mutants. Et on ne ferme pas la porte à quelqu'un qui vient lui demander de l'aide. Je trouve ça assez fort, en fait, dans le contexte. Et puis ensuite, tu vas avoir justement les deux personnages qui finalement sont les plus proches, sans le savoir. Puisque même le professeur Xavier fait la remarque. Il dit, mais Wolverine, c'était un tueur aussi. Vous m'avez fait remarquer plusieurs fois que c'était un tueur, et que s'il n'était pas dans cette équipe, on l'aurait contre nous. Et et ça, ils vont s'en rendre compte, Malicia et Wolverine, ensemble, en faisant équipe ensemble. Et il y a ce super passage qui a été repris, finalement, dans le film de Singer, où Malicia, on lui a tiré dessus, elle est prête à mourir, et Wolverine lui permet d'absorber son pouvoir autoguérisseur pour se sauver. Malgré le danger que ça représente, et tu l'as dans le film de Bryan Singer, dans le premier X-Men de 2000. Mais t'as plein de plans. T'as plein de séquences, t'as plein de plans de cette période de Paul Smith dans les films des X-Men. Le bar, au début du bar, tu sais, dans la première rencontre entre Malicia et Wolverine, exact. Il y a dans un bar et tout. Et dans cet épisode avec X-Men, au début, tu as la scène du bar avec Malicia qui est attablée, et puis Wolverine qui tient par la gorge un mec et qui est prêt à sortir ses griffes, quoi. Et quand ils combattent le cerveau Jason Wingard dans l'épisode 175, Tornade, en fait, ils sont dans une pièce fermée du manoir, et Tornade utilise la tempête pour bloquer dans un coin le cerveau. C'est une tempête hyper forte, donc du coup en fait c'est la seule manière en fait de lui faire perdre le contrôle sur ses illusions et de faire qu'on retrouve le cerveau. Et t'as ça dans X-Men 2 où Tornade en fait baisser la température dans l'espèce de cérébro du mal là où se retrouve le personnage de Jason, l'illusionniste, qui est inspiré de Jason Wingard, le mastermind. Ça pareil, le retour de
du Mastermind, le retour du cerveau, ça fait effectivement référence à la plus grande saga des X-Men à l'époque, qui est la saga du Phénix Noir, qui est toujours mais d'une manière positive. Mais détournée, ouais. Mais oui. Ouais. C'est un peu, en fait, on va prendre notre revanche sur comment il nous a eu et à cause de lui, on a eu notre plus grande perte. Ok, bah là, il retente le coup, mais là, cette fois, on va l'avoir, quoi. Et celui qui va l'avoir, c'est Cyclope, quoi. C'est à quel point il retourne le truc, quoi. Est-ce que c'est aussi une revanche de Chris Claremont sur le fait qu'il a imposé la fin de la saga du Phénix Noir? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la saga du Phénix Noir, c'est celle où Jean Grey meurt. Elle a été adaptée 2 fois au cinéma, je pense que les gens connaissent quand même. Ouais, là, je pense que. Non, jamais elle a été adaptée. Mais c'est surtout que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que la fin a été imposée à l'époque par Jim Shooter. Normalement, Jean Grey aurait dû survivre dans les épisodes, et c'est Jim Shooter qui a dit que, comme le Phénix Noir avait détruit un système solaire, elle devait payer pour ses crimes. Donc du coup, ils ont fait tuer Jean Grey. Ça a été le plus gros. Enfin, c'est l'histoire la plus mythique de X-Men. Et comme le dit John Byrne, Chris Claremont n'a jamais digéré le fait que la meilleure histoire qu'il ait écrite sur les X-Men, c'est pas lui qui l'ait inventé. Mais Dieu merci, il n'a pas claqué la porte pour autant. D'autres l'auraient fait à sa place. Et du coup, sur ce numéro 175, là, où tu as la revanche du Mastermind sur les X-Men, tu as aussi la revanche de Cyclope, comme tu dis, qui prend sa revanche sur le Mastermind, qui arrive tu as Cyclope qui met une pile à toute l'équipe. Et Cyclope n'a jamais été aussi bon, je trouve, que dans les épisodes de Paul Smith. Déjà, il a la méga classe. Et il met la pile à toute l'équipe, il arrive à les manipuler pour qu'ils le suivent dans la salle des dangers. Il utilise tous les trucs de la salle des dangers, donc la salle d'entraînement dans laquelle les X-Men en fait, peuvent recréer des environnements en 3D. Et Cyclope se sert de ça pour mettre la pile aux X-Men. En fait, il arrive à défaire ses propres alliés. C'est là où tu vois que c'est l'un des plus dangereux. C'est là où tu te rends compte, parce que à chaque fois on te dit c'est le leader, c'est le premier X-Men et tout. C'est pourquoi. Ça fait partie des. Alors moi j'aime bien parce qu'en plus ça m'a fait penser beaucoup. Cette bataille-là, elle me fait souvent penser à cette bataille que tu as dans l'arc de Proteus, qui est en fait pour moi, je crois que je le mets même au-dessus de l'arc du Phénix Noir pour l'ère de Claremont et Burch. Je crois que je le mets au-dessus. Ouais. Et donc c'est celle qui est en gros un peu juste avant, où en fait les X-Men qui étaient séparés pendant un an et demi se retrouvent et sont confrontés au fils de Moira McTaggart, qui est un espèce de vampire psychique assez incroyable. Je grossis un peu le truc. Hein. Et en fait, ils se font prendre une branlée par ce mec-là. Et là, Cyclope, en fait, conscient de que le moral est au plus bas, décide en fait de leur faire une séance d'entraînement, mais sans les prévenir. Et il se les prend tous aussi à ce moment-là, quoi, avec la complicité de Jean. Mais c'est pareil, là, il se les prend tous pour en fait leur en foutre un peu la niaque. Et c'est là, et je trouve que cette fin de l'épisode avec Paul Smith, là où on retrouve, il refait la même chose, quoi. C'est là où on te dit, putain, tu comprends pourquoi c'est le leader des X-Men. Ouais. Tu comprends que c'est pas seulement un mec qui a une rafale optique qui peut détruire tout et n'importe quoi, mais que c'est un stratège. Et c'est un mec qui sait prendre son temps, parce que dans cette baston, il y a un passage que j'adore, c'est quand il va peut-être mourir, bon, il se réveille, il réfléchit en fait au truc, et là il comprend, en fait, dans sa réflexion, il comprend que c'est pas le Phénix qui est là, parce qu'il dit, mais le Phénix, il fait pas un trajet de 10 heures entre là où on était et puis New York, tout ça. Il comprend d'où ça vient, il sort de la pièce pour aller à droite, et en fait il tourne à gauche en disant, attends, si c'est ça, il faut que je fasse un truc. Tu passes à une autre chose, tu comprends pas, il va directement dans la salle des dangers à ce moment-là, sauf qu'en fait tu comprends après qu'il a tout préparé, en fait, les pièges pour battre les autres X-Men. Ouais. Et tu te dis, putain, ce mec... Il a piégé la propre salle des dangers. Voilà. Et en fait, il a 10 coups d'avance déjà, avant d'aller retrouver les X-Men pour les battre, il a déjà 10 coups d'avance, quoi. Ouais, c'est le Batman des X-Men. Mais il est incroyable à ce moment-là. En plus, alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque fois qu'il en bat, il se dit, mais putain, pourquoi il a fait ça Kitty Pryde s'est dématérialisé à ce moment-là, putain, si le prof avait vu ça, il l'aurait engueulé. Tu sais, il en rajoute une petite pile derrière. Non, c'est bon, quoi. Et j'aime bien
Le fait que le premier qui neutralise, c'est Wolverine. Oui, Et il lui tire dans le dos. T'as Wolverine qui a la tête enfoncée dans le sol et tout. Enfin, et c'est comment dire, la caractérisation, comme tu le dis, du personnage, elle est forte, mais elle est aussi effectivement dans les mouvements. Effectivement, je me souvenais plus de cette case qui est très forte où tu le vois courir et puis repartir dans l'autre sens. Et c'est là aussi, c'est à mettre au crédit de Paul Smith en fait de te donner en fait en une case le côté pas l'indécision, mais justement le coup de génie du personnage en fait qui se dit mince, il faut que je prépare autre chose. Ouais, un grand cyclope dans cette saga. Ouais. Une grande tornade. Kitty Pryde aussi qui est au top du top. On a Malicia qui arrive dans l'équipe, qui est caractérisée assez rapidement et tout est posé, hein, son intégration dans le groupe avec les enjeux que ça joue assez rapidement. Elle est admise par Wolverine qui est peut-être celui qui aurait le plus à lui reprocher puisque c'est lui le plus proche ami de Carol Danvers finalement de toute l'équipe. Ouais. D'ailleurs il voilà. Le fait. C'est ce qui permet de valider le truc. Alors beaucoup de personnages féminins, hein, c'est un peu la marque de fabrique de Chris Claremont aussi, hein, d'écrire comme ça des personnages féminins forts. Mais alors, les mecs dans tout ça, alors du coup, Colossus, il est un peu là pour porter des trucs, quoi, ouvrir des portes. Il porte surtout Kitty Pryde. Voilà. J'aime bien la séquence où elle arrive à manipuler Peter pour qu'elle l'embrasse et puis deux qu'ils aillent se plotter dans le grenier. Dans le grenier de tornade. Ouais, petite tornade, ouais. Et puis sinon, tu as Diablo qui est. En fait, c'est la période où tout va bien pour Diablo. Parce que de l'air. Il a une copine en ville. Je crois que c'est les épisodes où tu apprends qu'il est croyant, par contre. Parce que je crois que c'est la première fois que tu apprends qu'il est croyant, qu'il est catholique dans l'épisode dans la fin de la saga des Broods où tu le vois justement quand ils apprennent qu'ils ont été infectés par les Broods, tu le vois en train de prier dans sa chambre sur le vaisseau. C'est aussi le médecin de service. Et il a une super discussion avec Wolverine à ce moment-là où ils ont une discussion sur la foi et tu vois Kurt, donc Diablo, qui finit par dire à Wolverine qu'il le plaint parce que il dit je comprends à quel point tu es seul parce que tu n'arrives même pas à avoir la foi en un être plus puissant, et puis c'est là où ils partent boire des bières et tout. Je trouve tous ces petits moments là, tous les moments effectivement on parlait des moments de confrontation entre les personnages, mais il y a aussi tous les moments où ils se rapprochent. Et c'est ça aussi, ça fait la marque des X-Men. Il n'y aurait pas ces moments là, ça serait que des moments où ils s'y comme ça serait imbitable. Les moments, la complicité Diablo-Wolverine, c'est un truc que je trouve qui s'est complètement perdu. Et je trouve que, en fait, dès que Byrne est arrivé et qu'il a mis en avant Logan, alors que c'était Diablo qui était un peu le chouchou de Cockrum, quand Byrne est arrivé, il a mis Logan en avant, mais il n'en a pas pour autant mis de côté Diablo, et il a créé une complicité entre ces deux personnages qu'on retrouve, je trouve, jusqu'à ce que Diablo soit plus dans l'équipe, mais qui est continuelle. Et souvent par ces discussions-là, justement, entre le croyant et puis je ne sais pas comment définir Logan tellement je n'arriverai pas à la poser un terme, mais il y a vraiment clairement qu'il est athée, hein, voilà l'athée, mais enfin il y a même d'autres, je pense, d'autres points d'opposition qui a lieu, mais sur le coup il y a des discussions comme tu dis là au début avec les Broods, mais il y a celle par rapport à Kitty Pryde quand le prof décide qu'elle doit aller chez les nouveaux mutants, où les deux parlent, où Logan Diablo lui il trouve que la décision est assez logique, mais que Logan lui explique attends, elle a prouvé qu'elle était X-Men plusieurs fois, il déconne quoi, tu vois. Et il y a alors plus tard quand c'est sur Romita Junior, une que je trouve pas bonne, c'est quand ils reviennent des guerres secrètes, que Colossus rompt avec Kitty Pryde et qu'il l'emmène dans un bar tous les trois, où ils se retrouvent avec le fléau aussi. Et là ils discutent. Enfin, ça c'est ce que tu dis en effet, les discussions, ces moments de calme, ça fait partie de cette marque là de cette période. C'est pas déconnecté. C'est pas on fait une action, une scène calme, une scène d'action. C'est totalement lié, quoi, totalement fusionnel, je trouve.
Ouais, là aussi, j'étais surpris en les relisant à quel point c'est hyper fluide en fait. Alors il y a la narration de Paul Smith, mais aussi effectivement la façon dont les personnages interagissent les uns avec les autres, et c'est jamais déconnant, c'est jamais contradictoire. Pourtant, ça pourrait l'être parce que vu le nombre de bulles et de bulles de pensée et de monologues et de descriptions que rajoute Claremont, à un moment donné, il pourrait vraiment tomber dans quelque chose de complètement incohérent mais il les connaît tellement bien, ces personnages, que la construction du personnage et son évolution logique et ses réactions par rapport aux événements qui se succèdent. Je pense par exemple à la façon dont l'équipe réagit quand Scott présente Madeleine, donc le sosie, son ex qui a failli tous les tuer, à l'équipe, et les réactions que tout le monde a. Il y a cette très belle séquence là où Malicia est malade. Elle se remet donc de l'attaque au Japon et elle dit je suis dans la chambre de Jean Grey, personne veut en parler. À chaque fois que j'essaye de parler de Jean Grey, en fait, tout le monde change la conversation. Et donc, ils ont une conversation sur Jean Grey et sur le fait que Madeleine Pryor lui ressemble. Je trouve que cet épisode-là, c'est l'épisode 174, donc le prélude au big épisode 175, qui est en plus un épisode double pour fêter les 25 ans les 20 ans des X-Men. Je crois que c'est les 20 ans. 20 ans. À peu près, ils disent dans la case. Ouais, voilà, ouais. Et le 174, c'est un épisode où il n'y a pas une scène d'action. Il y a un coup de poing, et c'est Madeleine Pryor qui l'envoie à Scott, quand Scott lui demande si elle est la réincarnation de Jean Grey. Ah, ça, Monsieur, je mets les pieds dans le plat. J'adore Scott Summers. Franchement, dans toute cette période, j'adore Scott Summers parce que c'est vraiment il y a toutes les qualités, tous les défauts du personnage. Avant qu'il le détruise complètement avec X-Factor. Ouais. Cette série atroce. Mais pour ce qui est de cette conversation-là et de cet épisode de 174, ce n'est que des conversations entre les personnages. Et pourtant, l'intrigue avance continuellement. Mais à fond. Cet épisode-là, je disais avant qu'on commence l'émission que le 175, je pense que c'était mon épisode préféré si je devais garder un épisode des X-Men, ça serait le 175, mais je me demande si ça serait pas le 174. Parce que le 174, tout est parfait, quoi. Du début où tu as le lever de terre, en fait, c'est Scott et Madeleine qui sont dans le vaisseau du père de Scott, donc qui est le corsaire, le leader des Starjammers. Tu as la séquence où Wolverine revient au clan Yashida et redonne le sabre de Shingen. Tu as la séquence où Kitty flirte avec Colossus. T'as cette super séquence là avec Diablo et Malicia. Et puis le final, la splash là où tu vois le phénix noir au-dessus du corps de Scott Summers, et puis tout ce qui relie en fait l'attaque sur Scott et le phénix noir, c'est des volutes de fumée qui s'échappent des mains du phénix. Cet épisode, il est parfait, quoi. C'est vraiment la perfection. Ouais. Ça, je pourrais pas dire mieux. Oui, effectivement. Mais on a fait le tour, hein, je pense, un petit peu de tout ce qu'on pouvait dire, je pense, dans un premier temps sur ce magnifique run. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être un point que vous vouliez rajouter, un peu de temps. Moi, ce que je trouve assez incroyable dans ce run, je l'ai peut-être dit, mais c'est pas grave, je me répète. Mais voilà, on a 9 épisodes. Au début de la série, avant que Paul Smith arrive, on est sur une période, Cochrane, où c'est routinier en fait, et en plus chiant, on pourrait dire, mais où il n'y a plus grand changement. Et Paul Smith arrive, et en 9 épisodes, quand tu arrives à la fin, donc la fin qui est en gros le mariage de Cyclope et de Madeleine Pryor, tu as une équipe qui a quasiment été renouvelée. Tu as Cyclope qui se marie, tu as Wolverine qui a failli se marier et qui peut pas, donc on lui enlève tout le truc. T'as Malicia qui est arrivée, t'as les Morlocks qui sont là, t'as quasiment tout dans cette période-là, en 9 épisodes, t'as quasiment tout ce qui va être posé et développé sur les X-Men jusqu'au départ Paramount. Tout est là-dedans. Ouais. Et ça, je trouve ça assez fort. En 9 épisodes,
comment Ouais. tout est mis. Ouais. Ouais, non, si tu veux, t'as eu, si on peut résumer en fait ce qui fait les X-Men, la force, c'est que de ce groupe et la particularité de ce groupe, c'est que contrairement à d'autres où l'âge d'or du groupe et toutes les inventions se font plutôt dans les premières années. Si tu prends les 4 Fantastiques, même les Avengers, en fait, la période Roy Thomas, c'est la deuxième période après Stan Lee. Voilà, on est dans la continuité, on est dans les X-Men. Tu as cette première période par Stan Lee et Jack Kirby où ils inventent en fait tout le concept et tu as déjà tout. Tu as déjà les mauvais mutants, tu as déjà Magneto, tu as déjà les périodes où ils partent dans l'espace parce que tu as le Stranger, tu as déjà les périodes où ils partent en terre sauvage. Donc tu as déjà en fait tout le décor. Tu as Roy Thomas et Neil Adams qui font un remake de ces épisodes à la fin des années 60, mais en plus dynamique, en plus boosté, en plus dramatique, mais il leur manque un truc. Et ce truc, c'est les personnages. Et les personnages, ils arrivent avec Claremont. Ils arrivent avec le changement d'équipe qui est initié par Len Wein et Roy Thomas, qui veulent faire en fait, en gros, une équipe internationale. Claremont, qui avec Cockrum et surtout avec John Byrne, va vraiment fignoler les personnalités de chaque personnage. Et avec John Byrne, tu as ce côté dramatique en fait qui prend le pas, et tu as ce côté en fait flux continu d'événements. C'est-à-dire tu respires pas en fait dans le run de John Byrne, tu peux le lire d'une traite. Tu passes, comment dire, c'est une équipe de Globetrotters dans la période de John Byrne. Et tu arrives à cette période de Paul Smith où je trouve que là, ça cristallise toutes les qualités de la série. Et c'est de la même manière que Paul Smith, en fait, il a une épure dans son dessin. Tu as une épure, en fait, de la narration, tu as une épure, en fait, de qu'est-ce qui reste, en fait. Tu n'as que les qualités, en fait, de la série, que les qualités du groupe, c'est-à-dire renouveau constant, changement de décor, changement d'air, quasiment tous les épisodes, parce que c'est que des petites sagas en 2 épisodes ou en un seul épisode, et caractérisation, en fait, les personnages au centre de l'intrigue, mais les personnages font avancer l'intrigue aussi. On n'est pas là, on fait pas du surplace. C'est-à-dire que ce soit leur discussion, que ce soit leur tourment intérieur ou que ce soit les bastons, tout fait avancer l'intrigue. Voilà, pour moi, c'est le run qui cristallise toutes les qualités de la série. C'est bien pour ça qu'on voulait vous en parler. Exactement. Alors c'est l'heure de la conclusion, hein. Ça y est. Je vous l'avais survendu, je vous l'avais teasé, mais c'est maintenant. Donc voilà, un moment fort, un moment qui craint. On vous écoute. Peut-être commencer par Jérôme. Alors moi j'avais noté plusieurs moments forts, mais je vais quand même en garder un. Et c'est quand même dur. Non, moi il y en a un, je reviens sur le dernier épisode de Paul Smith au dessin. Donc quand le Phénix attaque, on a cette case où voilà, les X-Men pensent que le Phénix a attaqué et ils appellent les Vengeurs pour s'aider. Et là on voit Captain America par visioconférence, voilà. Ok, je rassemble les Avengers. Là, d'un coup, en gros boom, on voit Captain America se détruire. Il se dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne et là où on va voir New York, on voit à la place d'un champignon atomique, c'est le Phénix, le Phénix atomique, et qui a tout détruit New York. Toi, tu lis ça, t'es encore dans l'idée que c'est vraiment Phénix qui est de retour. Tu te fais putain, il a tué tout le monde. En fait, ça y est, c'est fini. Enfin, Everybody dies. Non mais moi j'étais complètement dedans quoi. Mais j'ai fait non quoi, il a tué tout le monde et c'est pas possible. C'est après que tu comprends tout l'astuce quoi. Mais moi ce passage là, j'en étais mais sur le cul quoi. Totalement, j'étais totalement dans le truc, dans le côté mais merde, le Phénix est revenu et là on est vraiment dans la merde quoi. C'est total, il y a plus personne. Voilà, ça c'était mon moment fort parmi d'autres encore que je pourrais en citer encore plein. Et un moment qui craint. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, le moment qui craint, non, il n'y en a pas beaucoup, mais moi j'ai un moment what the fuck, quand même, du film. C'est dans l'épisode donc, de la fin de la saga des Broods, quand justement tous ces pages où Claremont décide un peu allez, bon, je vais boucler ça. Il y a un passage où tu as Lilandra qui
qui est là sur Terre. T'as son champion qui revient et qui lui dit, écoutez, en passant là, je suis passé voir les Fantastiques et ben, en fait ils avaient l'occasion de buter Galactus, ils l'ont pas fait. Et Talleyrand fait putain, bon, je vous fais avec mes mots, mais putain, mais quel bâtard en fait. Et donc Lilandra, elle pète un câble, elle décide d'aller engueuler Red Richard. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se projette en hologramme dans la chambre à coucher en pleine nuit de Red Richard et de Susan Richard qui sont là, ils dormaient quoi. Et elle est là, elle fait ouais, t'as déconné complètement, je te préviens plus tard, ça va se payer, un truc comme ça. Et moi j'étais là, je me dis c'est quoi ce truc quoi. Même encore parce que ça a une résonance avec la série des 4 Fantastiques dessinée et écrite par John Byrne, qui sera donc le procès de Red Richard. Mais ça reste quand même what the fuck dans l'épisode des X-Men, et j'ai toujours eu cette impression où là il y a quand même une espèce des deux, de Claremont et Byrne, qui sont en train un peu de se fighter, voilà, tout gentiment parce que même quand tu lis le procès de Red Richard, avec justement John Byrne qui se dessine lui-même en disant allez Landra, putain, mais celle-là franchement elle manque pas de toupet, elle se la pète quand même un peu quoi. Enfin voilà, pour moi c'est le moment. Ouais, what the fuck, mais qu'est-ce que ça fout là quoi. En plus, le côté de Aldebark dans la chambre à coucher à 3h du matin, moi ça m'a toujours un peu. Mais c'est une vraie stalker quoi, ça là, c'est pas possible. On voit que sous Richard dort nu. Oui. J'ai surtout noté ça, moi. Ça c'était. Oui, voilà, aussi. Mais voilà, c'est mon moment de what the fuck, je trouve qu'il n'y a pas un moment qui craint dans ce rêve. C'est difficile à trouver. Commodore? Alors, le moment que je préfère, alors il y en a plein. J'en ai gardé un, en fait, en termes, puisque on est sur Paul Smith, vraiment sur la façon dont il dessine. C'est une page dans la saga au Japon, où tu as l'arrivée de Viper et des ninjas dans l'immeuble où c'est un hôpital, je crois, dans l'hôpital où se trouve Mariko. Ou dans un immeuble. Et en fait, c'est juste une planche où en fait, tu n'as que des cases horizontales et tu vois les hommes de main du clan Yashida qui se font tous tuer les uns après les autres par les ninjas de Viper. Et ça commence, en fait, ils sont 5, et puis d'un coup, il y en a 2 qui disparaissent, et puis d'un coup, il y en a un autre qui se fait tuer par un coup de shuriken dans le dos, et puis d'un coup, tu vois que des shurikens, et tu vois les 2 derniers qui se font clouer au mur, et la dernière case, c'est tu as le contre-champ en fait de cette scène, et tu as Viper et les ninjas qui sont dans le couloir. Donc la façon dont ils éliminent comme ça de façon furtive, et je trouve que c'est vraiment représentatif du dessin, du style de narration de Paul Smith, c'est-à-dire tout dans l'épure, tout dans la discrétion, mais tout dans l'efficacité. C'est un peu comme ça qu'agissent Viper et les ninjas. Donc voilà, c'était petit moment, je trouve. Regardez la page, c'est dans le 2e numéro quand ils sont au Japon. Et ouais, je trouve ça. Je trouve la narration, en fait, cette page-là, elle m'a toujours bluffé. Et un moment qui craint, je vais aussi citer Lilandra, qui est vraiment un personnage que je déteste. Personne bah déjà, c'est à cause d'elle. Elle mérite de perdre son empire. Hein. Ça, on peut le dire. C'est quand Scott présente Madeline Pryor à l'équipe. Donc, l'équipe est surprise, bien entendu. En fait, il y en a qui... Storm est surprise. Enfin, elle a un cri... quand elle l'aperçoit, ce qui est marrant parce que justement c'est dans la page où on découvre le nouveau look de Storm. Donc Storm impressionne Kitty Pryde et juste après elle est impressionnée par le fait qu'il y a que la petite amie de Scott c'est le sosie de Jean Grey. Mais surtout il y a la réaction de Lilandra qui dès qu'elle le voit sort un sabre laser pour essayer de la tuer. Ce qui prouve 1, l'impolitesse, et 2, la bêtise de ce personnage que je déteste. Et je pense que si le professeur Xavier ne l'a pas suivi aux confins de la galaxie, ce n'est pas parce qu'il avait des responsabilités sur Terre, c'est juste parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il n'était pas capable de rompre normalement, tu sais. Ouais, voilà, juste parce qu'il s'est dit, si jamais je lui dis que je ne veux plus la voir, je vais prendre un sabre laser. Non, c'est vrai, c'est vrai, ça m'est toujours. Ouais, je me rappelle bien ce passage-là. C'est un drôle de personnage, Lilandra. Oui. Ça reste, voilà. Spécial, voilà.
Ouais, elle est spéciale, c'est ce que tu dis quand t'as un de tes potes qui sort avec Une nana que t'aimes une pas. amie, tu peux pas encadrer, elle est spéciale. Elle est gentille, hein, non, Ouais, vous êtes rencontrés comment? Bon, après, c'est une impératrice de en l'autre bout de la fait, galaxie. elle était dans mes rêves, elle m'a pris télépathiquement. Ouais. Mal. Ouais, c'est elle qui m'a offert mon nouveau corps cloné. Vous pensez que en fait, il était hyper déçu quand il s'est retrouvé dans son corps cloné. Ça, Il marche pas. J'étais tranquille, j'avais la paix. On va pouvoir rester ensemble. C'est pas une blessure fantôme qu'il a en fait. Il voulait être peinard. Je vais faire croire que je suis encore handicapé. Histoire d'avoir encore quelques jours peinards, moi. Oh, mon chéri, mais je pensais que tu pourrais remarcher, on pourrait aller faire des balades. Non, mais là, je peux pas. Ça fait trop mal. Aïe. Ah, c'est Xavier. Le professeur Xavier est un chenot. Mais il est spécial aussi, Ouais. le professeur Xavier, quand même, comme perso. Ouais. Oui. Ouais, Ouais, il y a pas tout blanc non plus. Là. Je pense que, ouais. Non, Quelque non. part, ils sont bien trouvés. C'est ça. Ah oui, C'est un joli couple, bien harmonieux. Ouais. Eh ben, écoutez, moi aussi, je dois dire quelque chose. Dans les tops, je vais aussi revenir au découpage de Paul Smith dans le combat entre Wolverine et le Samouraï d'Argent. Le final, Ouais. avec c'est des cases horizontales comme ça, avec un espèce d'effet de zoom. Il y a une. Sans parole. C'est diablement efficace, comme on dit. De toute façon, Paul Smith, je pense qu'il sait tout dessiner, à peu près. Qu'il a pas. Dans la morphologie des personnages, ça me fait penser aussi à Jill Kane, souvent. Il va jamais dans la facilité, tout est subtil. Et puis ça se traduit comme ça dans ces scènes de combat là, qui sont aussi tout en subtilité, avec une mise en scène justement qui je suppose que Claremont a trouvé un peu son alter ego aussi pour alterner justement les scènes de discussion, les scènes de baston, les scènes il pouvait tout se permettre, je pense, avec Paul Smith. On dit souvent que le style c'est un peu la manière de cacher les défauts d'un dessinateur. Lui visiblement il en a pas quoi, hein, parce que c'est vraiment, il passe d'une chose à une autre avec une élégance, c'est assez incroyable. Et ouais, c'est vrai que les décors aussi sont assez différents hein, parce qu'on est au départ dans un vaisseau spatial et puis après on est dans les égouts de New York, on est ensuite au Japon. Enfin, c'est vrai qu'on a... Il aime bien les intérieurs, par contre. Ça se sent. Il aime bien avoir... Et puis c'est très pensé. Au niveau de... Puis de la précision du trait, hein, parce que tout est vraiment très très épuré. Ça, c'est les grands dessinateurs qui savent limiter les traits au maximum. Et dans ce qui craint, alors c'est pas vraiment quelque chose qui craint, c'est juste le personnage d'Angel qui est kidnappé par Callisto, la leader des Morlocks. Et le pauvre, c'est vraiment la princesse en détresse, quoi. Il a même pas une ligne de dialogue, je crois, hein, dans tout le truc. Ouais. C'était mon autre choix, que en fait, Angel, il sert. Décidément, il sert à rien. Alors ça sera repris plus tard, hein, toute cette séquence, mais de manière horrible dans les X-Factor. Est-ce que ça aussi, c'est pas un doigt d'honneur à John Byrne, parce que je crois que c'est John Byrne qui avait insisté pour que Angel reprenne place dans l'équipe. Tu sais, à la fin de son run, et il était dégagé genre 2-3 épisodes après le retour de Dave Cockrum. Donc, est-ce que c'est pas un autre... Je crois qu'il le réutilisera jamais. Clairement. Non, mais de toute façon, Angel, il va partir avec le Fauve et Iceberg dans les défenseurs. Donc nous, on avait l'impression qu'il disparaissait complètement de la situation parce que la circulation, pardon, parce que les épisodes n'étaient pas édités en France plutôt. N'étaient pas traduits. Mais c'était le deuxième. Il y en a beaucoup qui ont suivi ces épisodes à l'époque qui disent que c'était comme un titre X-Men, mais avec c'était De Matteis qui écrivait, je crois. Et c'est d'ailleurs quand les nouveaux défenseurs, le titre s'est arrêté, c'est là qu'a commencé X-Factor. On sent que Colossus aussi n'intéresse pas beaucoup. Je crois qu'il s'en débarrasse aussi. Oui. Il profite de la saga Inferno, je crois, pour s'en débarrasser. Mais Colossus, c'est vraiment le personnage. Il a toujours eu un peu de. Il est à la fois impressionnant, imposant. Il a des petits moments de gloire, mais fondamentalement, c'est par rapport à une tornade. Tu vois, il est pas. Il a jamais eu un peu ce développement ou un peu ce chemin de croix. Il est là. C'est un rock, mais pour lequel. Sous Sylvestri, c'est pas mal.
Sous Silvestri, ouais. Sous Silvestri, Mais, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que c'est peut-être Silvestri qui l'a ramené dans l'équipe. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, pour moi, les 3 grands runs des X-Men, c'est vraiment Byrne, Smith et Silvestri. Il faudra qu'on parle de Silvestri dans la période en Australie aussi. Hein. Ouais, Silvestri, parce que le run de Paul Smith est parfois oublié, mais alors celui de Silvestri, personne n'en parle, alors qu'à mon avis, il est infiniment supérieur à celui de Jim Lee juste après. C'est sûr. Tout à fait d'accord. Donc ça ressemble à rien d'autre qui a été fait par la suite. Ah oui. Ouais, c'est clairement, c'est limite, c'est les X-Men par version. Ouais, d'ailleurs Claremont, hein, c'est un peu un précurseur de toute cette vague. Hein. Si tu regardes bien les premiers épisodes de Alan Moore sur Captain Britain, c'est du pur, c'est Days of Future Past. Hein. Qu'on peut en dire aujourd'hui en essayant d'opposer Alan Moore à Chris Claremont. Alan Moore, il est totalement de toute façon dans une espèce de filiation avec des scénaristes des années 70, qui sont arrivés, dont Claremont. Ouais, c'est sûr. Donc il est pas tombé du ciel, hein, Alan Moore. Il y a eu d'autres. Après, le problème qu'on aura pour Claremont, c'est que c'est difficile de prendre une partie de son œuvre pour pouvoir la faire découvrir aux gens, puisque tout s'inscrit dans des séries feuilletonesques. Là, on a réussi à prendre une partie, parce que ça cristallise vraiment ce qui fait... Ouais. J'allais dire, c'est pas mal, en fait, si on a envie, en fait, de voir... Si on s'intéresse un peu à... comment dire, si on s'intéresse un peu aux auteurs plus qu'aux personnages, pour voir un peu le style d'un auteur, je trouve que là, si vous prenez... Il y a un album, un TPB, qui est sorti au début des années 90, où il y a les épisodes qui vont de l'épisode de Kitty Pryde jusqu'au 175. Donc c'est 168. Il y a même le 176, donc le premier épisode dessiné entièrement par Romita Jr. qui est juste après, qui est sur la lune de miel de Cyclope et Madeline, qui s'appelle X-Men from the Ashes, et qui si vous n'avez pas envie de vous farcir toutes les intégrales et tous les omnibus, trouvez ce TPB et vous avez l'épisode de Kitty Pryde, vous avez les épisodes avec les Morlocks, vous avez l'épisode de l'arrivée de Malicia, les épisodes au Japon et les épisodes du combat avec le cerveau et le mariage de Cyclope. Franchement, vous avez tout et vous avez 200 pages de la quintessence des X-Men. Exactement, ouais. C'est vraiment... Voilà, tu veux découvrir les X-Men... et vous n'avez pas besoin de lire le reste. Exactement, ouais. Ça peut se finir là, pas de souci. Voilà. Sinon, ça se trouve, je crois en français dans l'intégrale 83, du coup. Chez Panini. Et puis, si vous êtes abonné à la collection mutante, vous finirez par l'avoir, je pense, incessamment sous peu. Je crois que... Il y a la Alpha Flight X-Men par Paul Smith qui sont sortis il n'y a pas longtemps dans cette collection-là. Donc, je suppose qu'on devrait... Ouais, très bon. Voilà, on a fait le tour de la question. Lisez-le. Voilà, de toute façon, on vous recommande tout ça chaudement, hein, parce qu'on a passé 1h30 à vous expliquer que c'était génial. J'ai rien à redire hein, sur ce type de saga. Mon bon Commodore, merci beaucoup d'être venu. Ouais, de rien. Merci à toi. Merci à vous. Lord of Babylon, mon bon Jérôme, merci également. Merci. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Alors, on vous rappelle qu'on se trouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je vous ferai un listing pour la prochaine émission, c'est promis. Bientôt sur YouTube aussi. Donc voilà, on sera là très bientôt pour vous explorer une nouvelle série. On vous laisse la surprise pour l'instant. Et puis voilà, il me reste plus, en espérant que ça vous a plu, hein. Écoutez autant que nous à enregistrer. J'ai plus qu'à vous dire au revoir. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.